Cécile Mégy, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Radio France Internationale et RFI. Je suis avec Georges-Juliette Diop. Vous êtes à Dakar dans le cadre de la bourse Ghislaine Dupont-Claude Verlon. Vos collègues tués au Mali, cela fait exactement 9 ans aujourd'hui. C'était le 2 novembre 2013. Alors, avant de parler de la bourse et des probables lauréats qu'on va découvrir peut-être ce soir. Sûrement ce soir. Ce soir, alors. Revenons sur cette affaire, cet assassinat, double assassinat de vos collègues il y a 9 ans. L'enquête, la justice, où en est-on? Alors c'est une enquête extrêmement longue, 9 ans après, bien sûr, toute la lumière n'a pas été faite sur les circonstances de la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. C'est une enquête menée en France, qui a été en partie aussi menée avec la coopération à une époque de la justice malienne. Aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus compliquées. La situation au Mali et la situation de guerre dans le nord du Mali rend les choses très compliquées. La coopération avec la justice malienne est également compliquée. Donc c'est une enquête très très longue. Et tous ceux qui attendent, qui souhaitent et qui veulent savoir la vérité, la manifestation de la vérité sur les circonstances de la mort de nos amis Ghislaine et Claude, leur famille, je pense aux familles, à la maman de Ghislaine, à la fille de Claude, les familles veulent savoir, et nous tous nous voulons savoir. Mais l'enquête est minutieuse, l'enquête est très longue. Aujourd'hui, cette année, on va dire, cette dernière année, quelques éléments supplémentaires sont venus s'ajouter au travail extrêmement minutieux que mène le juge en France, le juge Herbault, notamment l'exploitation de ce qu'on appelle des fadettes téléphoniques, les relevés téléphoniques qui ont été fournis par les opérateurs téléphoniques maliens. Et à partir Malitel notamment. Malitel notamment. Et à partir de ces fadettes, on arrive à déterminer que il y avait une préparation sans doute de cet enlèvement, que Ghislaine et Claude étaient à Kidal et avaient pu être repérés, et que plusieurs personnes intervenaient dans ce projet, au moins d'enlèvement de Ghislaine Dupont et de Claude Verlon. Mais est-ce que les relations tendues entre la France et le Mali n'entravent pas davantage l'évolution du dossier? En tout cas, elles le rendent plus difficile. L'enquête est plus difficile. Il n'est pas possible pour la justice française ou malienne de se déplacer dans le nord du Mali sur les lieux. Et la coopération aujourd'hui, vous parlez de relations difficiles, voilà, les relations sont très difficiles, et les relations diplomatiques entre la France et le Mali, officiellement, sont compliquées, sont difficiles, voire même sont rompues. Donc la justice ne peut pas coopérer, alors que un juge malien avait été désigné pour cette enquête et coopérait avec le juge français. Oui, on sait aussi que RFI est suspendu au Mali, Bamako et d'autres villes où elle émettait, suspendu par la junte au pouvoir. À un moment, on a entendu parler de médiation, de facilitateurs, pour ne pas dire négociation. Est-ce que ça avance? Alors nous sommes coupés effectivement les antennes de RFI et de France 24. La télévision d'info continue du groupe France Média Monde sont coupées au Mali depuis la mi-mars, sur décision, vous l'avez dit. Les radios partenaires de RFI ont également interdiction de reprendre nos programmes, donc nous ne sommes plus diffusés sur le territoire malien. Il y a effectivement eu, et nous en sommes... nous avions beaucoup d'espoir aussi, la mise en place d'une médiation, enfin ce qu'on appelle les régulateurs, c'est-à-dire le CNRA ici au Sénégal, mais également dans d'autres pays, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Les représentants de ces organes de régulation ont souhaité faire office de médiateur dans cette situation, ont rencontré la présidente de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, et sont allés au Mali rencontrer leur homologue malien, de façon à ce que le dialogue puisse se maintenir. Pour l'instant, je ne peux rien vous dire là sur cette démarche. Elle est importante. Elle est importante parce que nous, ce que nous souhaitons, c'est avoir un dialogue avec les autorités de régulation. Je pense que là, vous voulez en venir au-delà de cette médiation. Est-ce qu'il y a contact entre RFI et les autorités maliennes sur le sujet?
je peux pas vous dire exactement ce que nous faisons, mais nous souhaitons qu'il y ait contact entre RFI et les autorités maliennes, même si nous avons été extrêmement choqués, il faut bien le dire, par la façon dont les choses se sont passées. À la mi-mars dernier, voilà, une décision unilatérale a été prise, souveraine, mais elle a été prise. L'ensemble de notre auditoire a été privé de nos signaux, tant pour RFI que pour France 24. Donc nous avons été assez choqués. Des propos très forts ont été pardon. C'est la FM qui a été coupée, mais on peut toujours recevoir RFI n'importe où en ondes courtes. Alors, les FM ont été coupés. Les radios partenaires, nous avions à peu près 80 radios partenaires sur le territoire malien qui n'ont plus autorisation de diffuser nos signaux. Donc, c'est un mode d'écoute très important. Les ondes courtes demeurent, puisque les ondes courtes couvrent une large zone, le Mali et au-delà. Il y a des moyens d'écouter RFI également via les VPN ou un site miroir que nous a été à mettre en place Reporters sans frontières. Nos environnements numériques ont été également coupés. Donc voilà, il y a une vraie volonté de ne plus entendre RFI sur le territoire malien. Et là, ce que nous souhaitons, notre objectif est de retrouver cet auditoire, que cet auditoire retrouve nos antennes tant pour RFI que pour France 24, et par un effort de discussion, de négociation, bien entendu. Nous sommes prêts à entendre que des choses n'ont pas convenu aux autorités de régulation maliennes, mais nous souhaitons pouvoir avoir un dialogue. On va terminer ce chapitre par cette question. Est-ce que vous pensez que ce que certains appellent le sentiment anti-français en Afrique, est-ce qu'au niveau de RFI, on a ce sentiment aussi, et à quelle échelle se trouve ce sentiment anti-français évoqué souvent sur le continent? On est pleinement conscient, soyez-en sûrs, on est pleinement conscient de l'existence de ce courant de pensée, de cette posture, de ce que vous qualifiez de sentiment anti-français. Et vous évoquiez le Mali, nous estimons en être, en l'occurrence, directement victimes. On a évoqué les relations diplomatiques et politiques entre la France et le Mali. Ça n'a rien à voir avec Radio France Internationale, qui est un média de service public, mais un média indépendant. Et ça, c'est très important. Qualifié de voix de la France, qu'est-ce que vous en pensez? Qualifié de voix de la France de façon en référence à une histoire dont aujourd'hui RFI n'est plus l'incarnation. Nous ne sommes pas la voix de la France, nous sommes un média indépendant français. De fait, Radio France, France 24, et nous en sommes tout à fait conscients, et ça existe dans notre ligne éditoriale. Nous parlons de la France, nous regardons ce que les Français font à l'étranger. Ça fait partie de notre ADN en quelque sorte, mais nous sommes un média indépendant du pouvoir politique, indépendant des pouvoirs économiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc nous sommes conscients que dans un mouvement, une posture, un courant qui effectivement existe et que nous ne nions pas, et auquel nous donnons aussi parfois de l'écho, parce que certaines personnes porteurs de cette pensée-là ont évidemment accès à nos antennes. Nous sommes bien conscients qu'il faut que nous parvenions à garder ce lien avec le continent africain, puisque c'est là que nous avons, sur 61 millions d'auditeurs hebdomadaires, nous en avons 45 millions sur le continent africain. Mais je pense que il faut faire entendre et entendre sur les antennes de RFI la proximité que nous avons avec le continent africain, avec l'auditoire africain. Nous racontons le quotidien avec nos auditeurs, et c'est eux qui nous racontent, c'est pas nous qui l'inventons de Paris. Donc nous avons des correspondants, plus de 80 sur le continent. Nous parlons sur nos antennes, il y a des langues africaines, des antennes encore plus proches de nos auditoires. Le mot proximité pour nous est extrêmement important, et faire comprendre que notre attitude n'est pas de parler de Paris, de quelque chose que nous ne connaîtrions pas, mais de travailler avec nos journalistes qui sont pour une grande partie des Africains, avec eux, raconter
comment l'Afrique existe dans le monde, puisque notre objectif est d'avoir une information globale et internationale. Donc parfois nous avons de l'information très locale quand nous faisons des chaînes en langue africaine, mais tout ça dans un contexte global. Et je pense que c'est ça que nous apportons dans des paysages audiovisuels comme ici au Sénégal, extrêmement ouverts, extrêmement concurrentiels, mais pour de bonnes raisons. Nous avons une proposition de programme, d'infos internationales que nous mettons à la disposition d'un auditoire africain, mais aussi ailleurs dans le monde. Donc nous avons 4 langues africaines sur nos antennes, la Hausa, le Swahili et le Mandinkan et le Fulfulde, dont les rédactions sont installées aussi ici au Sénégal, avec des journalistes, des techniciens qui sont des professionnels africains. Nous avons nos correspondants sur le continent. Et puis je pense qu'il faut que nous fassions un effort supplémentaire aujourd'hui d'explication, parce que les questions que vous me posez aujourd'hui, nos auditeurs se les posent tout à fait légitimement, et nos journalistes, nos rédactions, ici ou à Paris, sont prêtes à répondre à ces questions-là. Donc il y a la grande émission de Juan Gomez, Appel sur l'actualité, qui est le lieu de ce débat-là. Mais nous sommes prêts aujourd'hui à répondre, et c'est bien normal, à répondre aussi sur la façon dont on travaille, qu'est-ce que ça veut dire une source, comment on recoupe, comment nous ne sommes pas justement l'outil d'un agenda, de manipulation, voilà, on ne souffle pas dans l'oreille des choses qu'il faut qu'on répète. On fait un travail professionnel. C'est pas que le Mali, comme vous vraiment le faites. 30 secondes, c'est pas que le Mali. Le Mali, c'est le dernier épisode. En RDC, au Burundi, vos correspondants ont toujours eu des problèmes avec les régimes en place. Oui, alors les situations n'étaient absolument pas comparables. Voilà, il y a effectivement eu, et dans l'histoire, là vous parlez du Burundi, Esdras Dikumana a été arrêté dans des circonstances dramatiques, torturé, et pour sa vie et celle de sa famille, il a fallu qu'il quitte le pays. La RDC, c'est encore une autre situation, des situations politiques extrêmement tendues et qui n'ont pas à faire avec ce que vous décriviez tout à l'heure comme un mouvement plus vaste de sentiments ou de ressentis anti-français dont nous serions victimes. On n'était pas tout à fait dans la même situation, et je pense qu'il faut faire attention aux comparaisons. Ouais. Après, nous faisons notre métier et parfois ça ne plaît pas. Mais Et au Sénégal, c'est tranquille, hein, n'est-ce pas? Tranquille. Au Sénégal, c'est tranquille. Ouais. Alors, Cécile Mégy, directrice Mais on est générale. très heureux d'être à Dakar. Oui, vous êtes à Dakar, justement. Cécile Mégy, directrice générale de RFI, dans le cadre de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, vos collègues tués au Mali il y a exactement 9 ans. Alors, comment évoluez-vous cette bourse dont les lauréats 2022 seront connus ce soir dans un hôtel de Dakar, cérémonie que vous tenez dans la capitale sénégalaise? Évaluation de cette bourse depuis qu'elle a été lancée. Alors effectivement, ça fait 9 ans jour pour jour. Il y a 9 ans, Marie-Christine Saragosse, la PDG de France Média Monde, était à Bamako pour remettre la première bourse au nom de Ghislaine et de Claude. Et moi, j'étais à Paris pour accueillir aussi leurs amis et rencontrer cette nouvelle génération de journalistes que nous souhaitons inscrire dans les pas de Ghislaine et Claude, les pas humains, les pas professionnels de ces deux journalistes qui avaient la passion de leur métier. Ça, c'est une évidence, une très grande exigence, l'un comme l'autre dans leur domaine, qui travaillaient ensemble. Et donc, en se disant que la douleur immense qui voilà, et encore aujourd'hui on en parlait sur l'antenne de RFI, on sent que les équipes de RFI et évidemment les familles de Ghislaine et Claude, cette journée est très particulière, mais pour aller au-delà de cette douleur, pour la transformer en quelque chose de positif, si c'était possible, la création de cette bourse nous permet chaque année de transmettre le flambeau de ce qu'était Ghislaine et Claude, et aujourd'hui, nous avons 180 journalistes qui peuvent se revendiquer de cette mémoire et de cette mémoire vivante. 180 parce que ce que nous faisons depuis maintenant pour la 9e fois cette année, c'est que nous sélectionnons 10 journalistes, 10 techniciens dans un pays donné jusqu'à il y a 2 ans,
de façon à pouvoir les former pendant 2 semaines. Et à l'issue de ces 2 semaines, ils nous proposent, chacun dans leur spécialité, un sujet de reportage, un élément de son que nous jugeons, un jury. Alors j'ai l'honneur de présider le jury ici à Dakar. Autour de moi, il y avait Frédéric Misselin qui est mon adjointe à Paris. Il y avait Yves Roch qui est un autre des adjoints parisiens, mais il y avait aussi Charlotte Hydrac, notre correspondante. Et Mamadou Ibrakane. Il y avait Mamadou Ibrakane, il y avait Charlotte Hydrac, il y avait Alassane Bireba qui est le chef technicien de notre rédaction à Dakar. Ça, c'était important aussi d'avoir des journalistes, que ce soit Charlotte, Mamadou ou Alassane, des professionnels qui vivent ici au Sénégal et qui sont capables aussi, et c'est cet effort, cette nécessité d'être proche de la réalité et de pas avoir des idées préconçues qui a nourri nos débats aussi, parce que ce professionnel comme Mamadou Ibrakane, c'est vraiment le regard de quelqu'un qui vit ici et qui nous dit attention, là vous vous trompez, là c'est une vraie réalité, là le journaliste voilà, le jugement est éclairé par ces personnes-là. Donc nous étions une dizaine autour de la table avec nos partenaires de l'INA et de l'école de journalisme de Sciences Po, et nous avons sélectionné parmi les 20 productions qui nous étaient proposées, donc ça a duré une grande journée, les 2 lauréats, j'en dis pas plus, qui seront désignés ce soir. Et depuis maintenant 9 ans, la même méthode est appliquée, ce qui fait qu'il y a 180 jeunes professionnels, 90 journalistes et 90 techniciens, à travers le continent africain. Nous avons été à Bamako, à Madagascar, au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal déjà en 2017, en République démocratique du Congo en 2019. Au total, 180 jeunes professionnels de tout le continent africain. Et cette année, pour la première fois ici à Dakar, la bourse est ouverte, et ça c'est un enseignement du Covid, parce que pendant 2 ans il a fallu qu'on le fasse à distance. On pouvait plus se déplacer, c'était trop dangereux, et pour les candidats de venir à un endroit, les barrières douanières étaient compliquées à franchir, donc on a fait ça à distance. Là on revient sur le continent africain avec une sélection panafricaine, c'est-à-dire que il y a 12 pays représentés dans la sélection. Quelle a été la particularité de cette édition? Le contenu ou bien la réalisation? Ou bien vous allez me dire que les deux sont indissociables? C'est déjà formidable de faire venir 20 professionnels. Il y a des Sénégalais, hein, bien sûr. Il y avait des Sénégalais parmi les journalistes et parmi les techniciens. Mais au total, il y a 12 nationalités représentées. Donc tous ici à Dakar pendant 15 jours dans nos studios et nos installations de la rédaction Mandinkan Full Day. Et puis... oui, moi, hier, j'étais à la fois, d'abord, très flattée par ce qu'on entendait, parce que c'était des gens qui s'étaient vraiment coltinés, ce travail professionnel d'aller rechercher du témoignage, d'aller recouper des infos, d'aller faire parler des voix discordantes. Enfin, voilà, on était vraiment dans ce qu'on aime faire sur les antennes de RFI et ce qu'aimait faire Ghislaine et Claude, entendre les témoignages et les situations et les raconter, et puis des sujets de société compliqués, pas toujours simples à aborder, des sujets très humains, très sensibles, et ça c'est très touchant parce que ces journalistes ont vraiment l'oreille à l'écoute du monde, et je pense que c'est une des grandes qualités quand on est journaliste, c'est d'écouter ce qui se passe autour. L'onde positive de cette journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Alors ça, c'est le combat de cette journée. Cette journée a été baptisée comme ça en hommage à Ghislaine et Claude. Juste quelques semaines après leur assassinat, l'ONU a décrété cette journée, effectivement, la journée de lutte contre l'impunité des crimes commis contre les journalistes. C'est essentiel. Quand on parlait de l'enquête sur la mort de Ghislaine et Claude, savoir ce qui s'est passé, c'est lutter contre l'impunité. Savoir ce qui se passe quand on assassine un journaliste au Mexique, qui est coupable, c'est lutter contre l'impunité. Savoir dans quelles circonstances sont morts des confrères en Ukraine en faisant leur métier pendant cette guerre depuis maintenant plus de 9 mois, c'est lutter contre l'impunité et se dire qu'un journaliste mort ne doit pas... on ne doit pas effacer sa mémoire, on doit savoir pourquoi, et on doit savoir... C'est aussi lutter contre pour la liberté de la presse, c'est-à-dire que les crimes ne seront pas impunis. Vous ne tuez pas un journaliste, on ne ferme pas la bouche d'un journaliste de façon... voilà, ça ne passe pas.
Merci Cécile Mégy, directrice générale de RFI, la bourse Ghislaine Dupont, Claude Verlon, les lauréats de cette année connus ce soir à Dakar. Autour de 17h, 17h30. N'est-ce pas? C'est noté. Merci à Georges Déthié Diop, merci à Sokhna Nata Mbaye mbokk yi ñu leen gërëm ci ànd beeg ñun.